La guerre à Gaza s'est peut-être ralentie, mais la direction israélienne est désormais engagée dans une lutte interne. La gauche doute du gouvernement, la droite des tribunaux. Au centre, un public traumatisé exige la vérité sur les échecs du 7 octobre tout en observant ses dirigeants jouer à la chaise musicale. C'est une lutte de pouvoir qui pourrait ébranler les fondements de la sécurité nationale et nous allons l'analyser dans l'émission d'aujourd'hui. Nous allons commencer depuis le début, après le 7 octobre. Tout le monde se posait la même question. Comment, au nom du ciel, un événement aussi fou a-t-il pu se produire, alors que nous étions censés avoir certaines des meilleures capacités militaires et de renseignement au monde? Il n'a fallu que quelques heures avant que les théories du complot ne se répandent, prétendant à tort un coup monté interne, ce que j'espère vous savez désormais. Le 7 octobre n'était pas intentionnel. En réalité, des décennies à ignorer un système avec des défauts aussi évidents et flagrants ont rendu un tel événement possible. Qui était responsable d'avoir ignoré ces problèmes? Beaucoup pensaient que le dirigeant d'Israël pendant toutes ces années y était sûrement pour quelque chose. Bibi devrait-il démissionner? La gauche pensait que oui. Il dirigeait le pays lors des faits, il en est responsable. Beaucoup à droite estimaient que ce n'était pas le bon moment. Nous avons une guerre à gagner, des otages à ramener chez nous, et le pays n'a pas besoin de plus de bouleversements. Plus précisément, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui ne concernent pas seulement Bibi et qui ont joué un rôle dans tout ce qui a mal tourné, comme l'état profond. D'ailleurs, ce n'est pas comme si Bibi proposait de se retirer. En fait, c'était tout le contraire. Il a refusé d'assumer publiquement la responsabilité, préférant attendre la fin de la guerre pour une enquête. Cela a amené beaucoup de gens à penser qu'il prolongeait la guerre pour éviter d'assumer ses responsabilités, et la demande d'une enquête publique a donc commencé à croître. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme, et aujourd'hui nous allons analyser exactement ce que cela signifie. Cela ne vous surprendra pas d'apprendre que les pays se retrouvent souvent à commettre des erreurs colossales qui nuisent aux civils. Mais quel gouvernement veut admettre ses échecs? Pas beaucoup. C'est là qu'une enquête publique entre en jeu. C'est un des principaux outils d'une démocratie pour se protéger de la corruption, de l'incompétence et des abus de pouvoir par la responsabilisation. Quand quelque chose ne va pas dans un pays, le public mérite de savoir ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit et comment cela sera évité à l'avenir. La prochaine fois qu'un groupe de personnes sera choisi pour examiner ce qui n'a pas fonctionné lors d'une enquête publique, la question essentielle sera: qui mène cette enquête? Vous voyez, en Israël, il existe plusieurs façons d'aborder ce genre de situation. Malheureusement, nous avons un passé marqué par des événements qui ont nécessité une enquête, comme la guerre du Kippour qui a surpris Israël ou la deuxième guerre du Liban, un échec majeur. Ces deux événements, ainsi qu'une vingtaine d'autres, ont eu ce qu'on appelle ici en Israël une Vadat Hakira Mamlachtit, ce qui se traduit par une commission d'enquête d'État. Les commissions d'État sont les organes d'enquête les plus indépendants et puissants d'une démocratie. Elles sont validées par le cabinet ou la Knesset, mais restent totalement indépendantes. Juste après qu'un groupe de personnes soit choisi en fait par la Cour suprême, ce sont elles qui examinent l'événement. Une fois formé, le gouvernement ne peut pas la contrôler. Les membres sont souvent d'anciens juges ou des experts chevronnés en armée, renseignement ou finance, sélectionnés car ils sont supposés résister aux pressions politiques. La commission dispose de pouvoirs très étendus. Une fois qu'elle lance une enquête, elle peut convoquer n'importe qui à témoigner, exiger n'importe quel document des agences, même de Tsahal ou du Mossad. Ils peuvent faire prêter serment aux témoins, publier des conclusions pouvant mettre fin à des carrières et recommander des réformes majeures dans l'armée, les renseignements ou les ministères. Même au sein des systèmes d'urgence, une enquête typique recueille des preuves puis entend des témoignages, souvent publics et télévisés. Le public souhaitant savoir, ils analyseront ensuite les défaillances et publieront un rapport indiquant les responsabilités et les changements nécessaires. Cela rejoint ensuite le dossier officiel d'Israël. Il faut parfois des années pour connaître la vérité et obtenir justice. Selon la gravité de l'événement, il existe plusieurs commissions, la plus puissante et respectée étant la commission d'État, et c'est ce que le public israélien veut vraiment. Malheureusement, nous avons un historique de ces commissions. Après la guerre de Yom Kippour en 1973, le gouvernement israélien a créé la commission Agranat pour enquêter sur les informations disponibles avant la guerre et leur évaluation, et les décisions prises par les autorités militaires et civiles. Le gouvernement, la préparation et le déploiement de l'armée israélienne. La commission a organisé de nombreuses sessions et auditionné des dizaines de témoins. En 1974, un an plus tard, elle a publié un rapport intérimaire signalant de graves défaillances de renseignement et de préparation.
La surprise et la gravité du déclenchement de la guerre sont notables, mais les répercussions politiques restent l'essentiel. Les conclusions ont joué un rôle central dans la démission de la première ministre et du ministre de la Défense de l'époque, marquant l'une des conséquences les plus importantes d'une commission d'État dans notre histoire. Nous avons d'autres exemples, comme après la Deuxième Guerre du Liban, dans la période qui a suivi 2006, marquée par de vives critiques sur la performance de Tsahal et les décisions de la direction politique. Israël a créé la commission Winograd pour analyser les dysfonctionnements, même si elle était d'abord une commission d'examen gouvernemental. Et c'est important, elle a ensuite reçu des pouvoirs équivalents à ceux d'une commission d'État à part entière. La commission a mené une enquête approfondie et a examiné de près aussi bien les responsables militaires que politiques, puis a publié un rapport complet attribuant des responsabilités à la fois stratégiques et opérationnelles. Elle a ensuite préconisé d'importantes réformes dans la doctrine de défense israélienne et la coordination civilo-militaire. Ces exemples montrent que lorsqu'Israël met en place une enquête sérieuse et indépendante, cela peut aboutir à une responsabilité publique, à des réformes structurelles et, dans certains cas, à un bouleversement politique majeur. Et ces commissions sont si importantes parce qu'Israël est un petit pays avec des défis sécuritaires complexes. Et sans enquête indépendante, les institutions concernées devraient s'enquêter elles-mêmes, ce qui, comme vous pouvez probablement l'imaginer, ne fonctionne généralement pas. En fait, nous voyons la preuve de cela en temps réel en ce moment. C'est juste pour information. Ces commissions ne débouchent pas toujours sur des changements politiques, surtout lorsqu'il s'agit de Bibi Netanyahou et de lui seul. L'une des grandes critiques formulées contre lui par ses détracteurs, c'est que lorsqu'une commission le tient pour responsable, il ne quitte pas son poste, comme lors de la tragique bousculade pendant le pèlerinage de Lag Baomer en Haute-Galilée, où 45 personnes ont été écrasées à mort. En 2021, le gouvernement a mis en place une commission d'État complète pour comprendre comment cela avait pu arriver. La commission a été nommée et ses membres ont ensuite été choisis par la Cour suprême en vertu de la loi autorisant les enquêtes d'État. Ce n'est qu'en mars 2024 que la commission a finalement publié son rapport final. Elle a blâmé des hauts responsables, dont l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou, pour leur responsabilité dans la mauvaise gestion des dangers connus sur le site. Elle a recommandé des réformes pour la gestion des foules, la sécurité et l'ordre lors des événements. Le rapport a aussi souligné des défaillances systémiques, des années de négligence, un entretien insuffisant et des avertissements ignorés. Pas seulement une erreur ponctuelle. Les critiques ont rappelé que cette enquête confirme l'absence de culture de responsabilité dans les tragédies et les systèmes de sécurité et d'administration civile en Israël. 45 personnes ont été écrasées à mort parce que le système est devenu paresseux et n'a pas fait ce qu'il fallait pour garantir la sécurité. Et qui est responsable de cela? Ce sont les questions auxquelles les enquêtes cherchent à répondre. Ces trois exemples illustrent la différence entre les types de commissions. Leur impact peut varier, mais elles sont extrêmement importantes pour la responsabilité et plus important encore pour le changement public. Tout cela semble formidable. Suite à une tragédie publique, le gouvernement charge la Cour suprême de former un groupe chargé d'enquêter pour garantir la responsabilité publique. Ils présenteront les informations au public et ensuite les choses changeront. Et en théorie, cela semble bien. Si vous avez suivi jusque-là, vous le saurez. En Israël, malheureusement, être juge à la Cour suprême ne signifie pas que vous ne pouvez pas subir de pression politique. En fait, c'est tout le contraire. Ici, la Cour suprême est extrêmement politique, bien qu'elle n'ait pas le mandat public pour l'être. Cela place l'État dans une impasse. Une commission d'enquête d'État en Israël a force obligatoire. Le gouvernement doit appliquer ses recommandations de réforme, procédures ou changements institutionnels. Même si elle ne peut pas emprisonner quelqu'un ainsi, ses conclusions sur la responsabilité individuelle ne sont pas pénales, mais elles mettent souvent fin à des carrières, forcent des démissions et nuisent durablement à la réputation des responsables. Bien que la commission ne puisse pas inculper, elle peut transmettre des preuves de crime au procureur, comme la procureure générale, déclenchant des enquêtes et assurant la responsabilité dans le système politique et militaire israélien. Ainsi, même si, en surface, on entend que notre gouvernement et Netanyahou ne sont pas intéressés par cette enquête, en réalité, il faut comprendre que c'est un peu plus compliqué que ça. Cela reviendrait à confier directement la responsabilité de ce qui s'est passé le 7 octobre, ainsi que l'enquête à ce sujet. À ceux qui organisent une chasse à l'homme ou aux sorcières contre notre gouvernement et nos responsables politiques,
Et même si nous voulons rechercher la vérité, cela complique un peu les choses. Parce que, comme nous le savons, notre Cour suprême est vraiment, vraiment, vraiment prompte à dégainer. Nous avons vu à quel point elle penche à gauche et cherche continuellement à bloquer, à supprimer et à saper notre gouvernement de droite. La Cour suprême a directement aidé le procureur général et l'avocat de Tsahal dans des dissimulations incroyables, qui, comme nous le savons, sont dans de beaux draps. Et je peux dire que beaucoup de gens ont perdu confiance en eux. En théorie, la Cour suprême est une institution élevée et puissante dotée d'une grande intégrité. La réalité sur le terrain a été un peu différente. Ils sont tellement ouvertement et fièrement orientés à gauche. Cela signifie qu'une telle enquête menée par le peuple qu'ils choisiraient est quelque chose à laquelle je sais ne pas pouvoir faire confiance. Il s'avère que le gouvernement ressent exactement la même chose. Écoutez, les faits sont simples. Il y a une énorme pression publique pour qu'une commission d'enquête d'État formelle et indépendante soit créée afin de comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. D'après un sondage 2024 de l'Institut israélien de la démocratie, 90% des Israéliens, 90%, toutes tendances politiques, ethniques et religieuses confondues, soutiennent la création d'une telle commission. Et je peux vous dire que je pense que c'est la première fois dans l'histoire que 90% des Israéliens sont d'accord sur quelque chose. La question n'est pas s'il faut une enquête, car oui, il faut comprendre ce qui s'est passé et changer les choses. La question est, comment garantir une bonne enquête? Cela touche à la racine d'un problème majeur ici, en Israël, la profonde, profonde, profonde méfiance entre la droite et la gauche. La gauche souhaite que la Cour suprême désigne les membres de la commission, estimant que le gouvernement est corrompu. La droite pense l'inverse. Une commission nommée par la Cour suprême est biaisée d'emblée et il est impossible d'atteindre la vérité. 2 ans plus tard, à l'approche de l'élection, les gens exigent des réponses. C'est aussi le cas de la Cour suprême qui est sollicitée à plusieurs reprises par de nombreuses personnes pour forcer le gouvernement à mettre en place une commission. Rappelez-vous, il existe différents niveaux d'enquête, le plus élevé étant celui de l'État, mais il pourrait aussi y avoir une enquête gouvernementale ou des examens et commissions plus officieux. Au fait, il y a une mise en garde importante à noter. C'est qu'en vertu de la loi de 1969 qui prévoit des commissions d'enquête de l'État, il est exigé que, s'il y a une question d'importance publique vitale, une commission soit créée, mais la loi permet seulement au gouvernement de le faire, elle ne l'y oblige pas. Le gouvernement n'est pas obligé de créer une commission. Il peut créer des commissions gouvernementales où les membres sont choisis par les ministres. Elles sont moins indépendantes, mais peuvent obtenir le pouvoir d'assignation si dirigées par un juge. Comme la commission Winograd durant la Deuxième Guerre du Liban, c'était une commission de second niveau, mais très efficace. On appelle cela une commission gouvernementale. Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que la Haute Cour a dit qu'il fallait un organisme d'enquête solide, mais elle ne peut pas obliger le gouvernement à mettre en place une commission d'État. Les tribunaux ont plusieurs fois confirmé que cela dépend du pouvoir discrétionnaire du gouvernement, sauf si la décision est jugée déraisonnable. Ils ont récemment exigé que le gouvernement justifie l'absence d'enquête en 30 jours. Le gouvernement a choisi de créer une commission indépendante, mais nommée par ses soins. Le deuxième niveau signifie que les ministres choisiront les membres de la commission. Ils font cela pour empêcher la décision de notre Cour suprême corrompue. Nous comprenons ce que cela peut signifier pour un public sans confiance envers le gouvernement. Ces personnes étaient au pouvoir le 7 octobre. Ne vont-elles pas tout faire pour nommer des personnes à la commission qui leur seront favorables? Et c'est une question sérieuse à laquelle le public doit faire face. Mais gardez cette idée en tête, car nous devons maintenant parler d'autre chose. La question de savoir qui dirige l'enquête est importante, mais ce sur quoi ils vont enquêter est en réalité encore plus important. Quand on parle de qui est responsable du 7 octobre, les avis divergent. Nous avons les forces de défense et d'intervention qui sont sur le terrain, nous avons les services de renseignement qui devraient collecter les informations, et nous avons le gouvernement qui décide quoi faire de ces renseignements. Maintenant, je comprends qu'il est plus facile de blâmer les politiciens, parce que c'est ce que nous faisons. Blâmer le gouvernement pour les problèmes, c'est logique. Nous les élisons pour diriger le pays et s'ils échouent, c'est qu'ils n'ont pas bien travaillé. De plus, nous n'apprenons pas vraiment comment fonctionnent les services de renseignement. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est bien parce que le renseignement doit rester secret pour être efficace, mais c'est mauvais parce que ce secret cache tous les problèmes potentiels au sein de l'organisation qui pourraient être résolus avec plus de responsabilité. Et puis, il y a le troisième groupe qui pourrait être blâmé, mais que nous ne blâmons pas, les forces de défense et d'intervention. Nous avons tous, à l'exception des critiques pro-protestants, le plus grand respect pour eux.
Nous honorons nos soldats, mais nous comptons aussi beaucoup sur eux pour notre sécurité. Reconnaître qu'ils peuvent avoir des problèmes est très difficile psychologiquement pour la plupart des Israéliens. Presque la moitié du pays est passé par l'armée et a constaté les problèmes d'efficacité. Pourtant, c'est presque un sujet tabou. C'est un peu tabou. Tsahal est sacré. Ces trois groupes fonctionnent ensemble, mais ils agissent aussi séparément. Et la réussite du pays dépend, à bien des égards, de la confiance et de la cohésion entre ces entités. Comme avec Ronen Bar, chef du Shin Bet, qui a refusé de démissionner, la relation entre ces partis a été très instable et est devenue de plus en plus politique. Il y a quelques mois, après l'accalmie de la guerre, Netanyahou a jugé qu'il était temps de changer. Il a remplacé son ministre de la Défense, le chef de l'armée israélienne, le chef du Shin Bet et, juste cette semaine, pour information, le chef du Mossad. Ce nouveau chef du Mossad, d'ailleurs, est son ancien secrétaire militaire, Roman Goffman. Il succédera à David Barney en juin, devenant le premier Israélien né en Union soviétique à occuper un tel poste. Goffman apporte une vaste expérience militaire, notamment des opérations dans le sud du Liban, en Judée et Samarie, à Gaza et sur le plateau du Golan, et il a été blessé à Sderot le 7 octobre. Il n'a aucune expérience au Mossad, ce qui en fait le premier externe nommé à la tête de l'agence depuis 2022. Et il est intéressant de noter que, bien qu'il semble que Bibi ait eu une relation harmonieuse avec le Mossad publiquement, en coulisses, tout n'est pas comme il y paraît. Cette nomination reflète la confiance de Netanyahou dans l'approche stratégique offensive de Goffman et complète sa refonte de la direction de la sécurité israélienne. Il a désormais remodelé le Tzahal, le Shin Bet et le Mossad, tous sous son influence. Les spectateurs les plus attentifs remarqueront que le seul dirigeant qui n'a pas été remplacé, c'est Netanyahou. Mais cela pourrait changer avec les élections si une majorité obtient ce qu'elle veut en Israël. Il y a donc maintenant une nouvelle direction dans ces entités, ce qui permet potentiellement des enquêtes plus fluides. Une commission devrait analyser chaque groupe, leurs échecs individuels et l'impact de leurs relations sur leur capacité de prévision. C'est bien plus facile si ceux responsables des erreurs ne dirigent pas encore. Mais ce n'est pas si simple. À son arrivée à la tête de Tsahal, le chef d'état-major Eyal Zamir a lancé une enquête interne. L'enquête visait à comprendre ce qui n'avait pas marché, qui était responsable et comment éviter de futurs échecs. L'enquête interne de Tsahal, différente d'une commission d'État sur les attaques du 7 octobre, a examiné le traitement du renseignement, les décisions opérationnelles, le changement de commandement, les performances individuelles des officiers, a recueilli des documents et des témoignages pour déterminer ce qui n'a pas fonctionné et a recommandé des réformes. Par exemple, on sait que des gens ont vu ce qui se passait à Gaza à l'avance. Comment cela n'est-il pas remonté jusqu'au haut commandement? Elle a conclu que, surprise, des échecs majeurs ont été relevés, des erreurs d'officiers identifiées et des modifications des procédures et de la coordination entre unités proposées. Mais une analyse plus approfondie de l'enquête par l'enquête Torjuman, qui était une enquête sur l'enquête, a montré qu'elle était en réalité incomplète et inadéquate. Le nouveau responsable n'a pas bien fait son travail en examinant ce qui s'est passé, des lacunes importantes subsistaient et il y avait une responsabilité très limitée. Deux officiers intermédiaires ont été sanctionnés ou démis, mais le chef de l'armée et les services de renseignement n'ont pas été inquiétés. Comment? Alors que les échecs systémiques plus larges et les responsabilités de la haute direction sont restés essentiellement ignorés. Cela n'a fait qu'accentuer non seulement la frustration du public face à la façon dont les enquêtes sont menées, mais aussi le besoin d'une enquête beaucoup plus vaste et globale. Le chef d'état-major lui-même, Zamir, a déclaré qu'il était temps de lancer une enquête externe. Ce n'était pas seulement un échec de Tsahal. Bien qu'ils aient mené une enquête interne, les problèmes n'étaient pas seulement de leur faute, mais dus à des défaillances du système. Selon lui, la relation entre Tsahal et le gouvernement a joué un rôle énorme. Le statu quo, des failles du renseignement et d'autres problèmes systémiques ont contribué. Ce n'était pas qu'un échec militaire. L'ironie, c'est que, malgré le fait de comprendre que ces relations ont un impact énorme sur la sécurité du pays, Zamir et Katz, le ministre de la Défense et le supérieur de Zamir, sont actuellement impliqués dans une énorme dispute. Il y a eu plusieurs incidents, comme lorsque Zamir a nommé un réserviste de Tsahal à un poste élevé, quelqu'un qui avait auparavant appelé les soldats à ne pas se déployer pour des raisons politiques. Et Katz a publiquement critiqué la décision de Zamir en faisant des déclarations officielles en ligne, le contredisant et le discréditant. Et bien que les raisons de cela ne soient pas claires pour le public, pourquoi Katz le déteste-t-il autant? C'est exactement le genre de comportement que l'enquête doit examiner. Je l'avoue, je ne veux pas de commission.
Je ne supporte pas l'idée de remuer toute cette douleur et honnêtement de voir ce qui aurait dû se passer et comment cela aurait pu être évité. Je veux me concentrer sur l'avenir, mais comme le drame politique continue de s'afficher chaque jour sur nos écrans, impactant directement l'avenir de ce pays, malgré tous les changements qui sont en cours, il est clair pour moi que nous avons besoin d'un changement beaucoup plus radical. Je suis assise ici à lire les actualités, les querelles mesquines de nos membres de la Knesset, les conflits internes au sein de Tsahal, et honnêtement, je n'arrive tout simplement pas à croire que c'est réel. Pour moi, la demande d'enquête vise quelque chose de beaucoup plus profond. Les gens en ont assez de vivre ici dans une réalité où, pour des raisons totalement pathétiques, comme l'ego et le profit politique, notre direction met directement des vies en danger. Il faut comprendre les systèmes défaillants, mais ce n'est qu'une petite part. Nous devons réellement mettre en œuvre le changement, parce que cela ne peut pas continuer. Un leadership qui pense pouvoir tout se permettre, une incompétence dans la communication qui ressemble à un épisode de filles méchantes, ça suffit. Ce niveau de comportement, qui continue sincèrement de me choquer chaque jour, est la véritable raison pour laquelle des gens sont morts le 7 octobre. L'ego et les querelles internes à propos de choses qui ne signifient rien ne peuvent pas continuer. Il est temps que le pays change. Personnellement, je ne vois pas comment le changement peut venir avec les mêmes personnes. J'espère qu'avec du temps et une vision à long terme, la jeune génération en Israël entrera en politique et apportera ce changement. Les élections arrivent. Honnêtement, je souhaite que Bibi ait un mandat de plus pour nous faire passer le run 20 et avancer. Après les enquêtes, je souhaite une nouvelle direction du 109 de la jeunesse et comprendre que l'échec était surtout stratégique, pas seulement tactique. Nous avons laissé cela durer trop longtemps et maintenant nous devons exiger ce changement. Tu ne penses pas que le moment est venu? Je suis Irke. À bientôt.